Ahimsa, non-violence. Humilité. Tolérance. Respect. Compassion. Ahimsa, non-violence. Le magazine qui rend la vie positive. Bonjour à tous, bienvenue dans le magazine Ahimsa non-violence. Vous êtes à l'écoute de Radio 666. On commence ce podcast à l'instant. On est ensemble pour 1 heure d'émission. Aujourd'hui, on a une invitée. Notre invitée, c'est Célia des podcasts La Force de la Non-Violence. Bonjour Célia. Bonjour Simon. Bon, merci d'avoir répondu à cette invitation au podcast. Alors moi, je te connais parce que j'ai écouté tes podcasts La Force de la Non-Violence. Tu avais fait une interview de Willy Swamy, qui est le fondateur de l'asso Ahimsa Non-Violence. Et après, je me suis dit, waouh, c'est quoi ces podcasts? J'ai écouté. Et j'ai écouté tous tes podcasts, ils sont chouettes. Hein. Merci. Voilà, donc en fait, tu interviews des gens qui sont des acteurs de la non-violence. Et tes podcasts, en fait, parlent un petit peu, développent tout ce terme de ce qu'est la non-violence, en fait. Hein. C'est comme ça que tu les définirais, non? Comment tu dirais? C'est quoi tes podcasts si tu les présenterais? Oui, c'est ça. C'est un petit peu montrer une vue globale de ce que peut être la non-violence, parce que c'est un domaine en fait très large qui recouvre à la fois une philosophie, un savoir-être, des savoir-faire, des pratiques, des stratégies d'action. Oui, en fait, mon podcast essaye de montrer toutes la diversité de ce que peut être la non-violence, parce que c'est vrai que c'est un domaine qui recouvre à la fois des savoir-être, des savoir-faire, des pratiques, des stratégies d'action, une philosophie. Donc c'est un petit peu l'idée, c'était de montrer à combien c'était un univers riche et méconnu. Ouais. C'est vrai que c'est pas trop connu en France, la non-violence. Dans d'autres, voilà, je me souviens dans certains podcasts où tu parlais un petit peu de la non-violence dans les universités, ce qui est étudié. Il y a ça qui est beaucoup plus étudié dans des universités anglo-saxonnes ou même dans les pays scandinaves, hein, il me semblait. Alors je sais plus c'est dans quel podcast que tu parlais de ça. Est-ce que tu t'en souviens un petit peu, non? Alors, j'ai fait on va dire un enregistrement de la première journée française dédiée à la non-violence à l'université. Oui. Et donc c'est là qu'ils en parlaient, je pense, où ils expliquaient que c'était beaucoup plus répandu, dans les universités anglo-saxonnes, américaines, même allemandes, mais en France et dans les pays latins globalement. Ça reste très méconnu et pas étudié comme une sous-catégorie. C'est-à-dire que même les historiens, ils s'intéressent à la violence, mais jamais ou très rarement à la non-violence. Et c'est vrai que j'ai interviewé aussi un historien, Jacques Semelin, qui est un des rares à avoir travaillé de manière extrêmement sérieuse sur la non-violence, sur la résistance des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, sur la non-violence, on va dire, en tout cas, l'aspect non-violent qu'il peut y avoir dans la population pour sauver des Juifs, donc par exemple en France, mais dans d'autres pays aussi. Donc tout un tas de pratiques qui restent en fait invisibles, mais qui expliquent, par exemple, en France, la survie de 75% des Juifs. Bah ouais, c'est ça. C'est ce qu'il disait Pierre Semelin dedans, c'est qu'en fait, il y a eu dans la France, les gens ont été très protégés, en fait, quoi. C'est ça. Alors, les Juifs ont été beaucoup plus protégés que dans d'autres pays. Alors, peut-être parce qu'ils s'étaient déjà bien implantés sur le territoire français, donc ils avaient des relations. Et puis, parce que la population française, par des petits gestes, des petites choses, a protégé quand même globalement. Évidemment, il y a eu aussi l'antisémitisme, etc. Il ne s'agit pas de nier tout ça, mais il y a eu quand même une protection globale plus forte que dans d'autres pays. Ouais. C'est vrai que les Français, en fait, sont gentils. Certains de base, quoi, je trouve. Il y a plus qu'on ne croit. Une forme de gentillesse, on ne s'en rend pas trop compte, voilà, comme tu dis, en fait, plus qu'on ne croit. C'est vrai que quand on est dedans, on s'en rend pas compte. Voilà, les gens, ils sont toujours à l'heure et tout ça, mais non, en fait, il y a quand même une gentillesse relative à la France, que quand tu voyages dans d'autres pays, c'est beaucoup plus individualiste, quoi, en fait. Moi, je me suis rendu compte en certains voyages un petit peu, c'est différent. Ouais, j'avoue, je sais pas trop. Je pense que l'être humain, globalement, a de l'amour en lui, en fait. Donc, et alors évidemment, ça peut se porter uniquement sur sa personne ou sa famille, et le reste, on s'en fiche, mais quand même, je pense que le cœur humain peut être touché beaucoup plus facilement qu'on ne croit. Et c'est pour ça d'ailleurs que je trouve les réseaux sociaux très délétères, parce que c'est un peu comme quand on est dans sa voiture, je trouve qu'on est coupé de l'autre, et donc on se met à insulter les gens qui nous coupent la route, ou voilà, toute la haine qu'il y a sur les réseaux sociaux, parce qu'on voit plus l'autre, on n'est plus en face, il n'y a plus cette relation.
humaine et dans la relation humaine, les choses deviennent possibles en général. C'est ça, c'est très... je sais pas, il y a une espèce d'isolation. Tu sais, comme quand on est dans notre voiture, on est dans un petit peu notre bulle. Sur Internet, pareil, on est dans notre bulle et on voit les autres dans leur bulle. Mais tu sais, il y a pas de contact humain vraiment proche, en fait. On a comme tous des barrières et là, on se dit, les gens, il n'y a aucune relation personnelle et on se dit, bah voilà, c'est n'importe qui, on peut dire n'importe quoi. Et ça casse un petit peu le truc, quoi. On se rend pas compte qu'en face, il y a une énergie, il y a une personne, il y a un cœur qui bat. Ouais, c'est clair. Bon, voilà. D'abord, c'était un petit peu pour te présenter. Mais on a déjà commencé un peu à rentrer dans le sujet. Alors, peut-être pour revenir à ta présentation, tu fais aussi, toi, tu as une formation à la base comme artiste, c'est ça? Tu as aussi un projet musical. Tu peux nous en dire un peu plus de tout ça? Oui, alors je suis comédienne. J'ai commencé, j'ai fait des études, mais en même temps, je faisais du théâtre toujours. Puis après, j'ai décidé de devenir comédienne. J'ai été directrice d'une compagnie théâtrale pendant 6 ans. Puis j'ai travaillé comme comédienne avec diverses compagnies et j'étais toujours passionnée par l'humain en fait. C'est ça qui me passionnait, comment créer la vie d'un autre être humain, même quelqu'un qui paraît en apparence mauvais, chercher ce qui l'a rendu ainsi. Enfin, c'était vraiment une soif de défendre l'être humain, l'humanité en profondeur, ce qui fait notre communauté en fait, notre commune humanité. Et puis j'étais investie assez jeune dans des mouvements écologiques et mouvements sociaux. Enfin, j'étais toujours très préoccupée par la justice sociale et j'essayais aussi que mes projets aient un sens, mes projets artistiques, ce qui n'est pas toujours le cas parce que le théâtre, comme beaucoup de secteurs est gangréné aussi par le néolibéralisme. Donc, parfois, on se retrouve sur des projets qui n'ont pas de sens ou juste pour l'argent. Et ça, c'était très dur à vivre pour moi. Et voilà. Et c'est vrai que ce podcast, il est arrivé un petit peu comme une évidence à un moment où moi, j'avais 2 enfants. Je pouvais pas trop partir en tournée. Et puis, j'avais moins de projets aussi. J'avais laissé ma compagnie. Enfin, voilà. Et ça a été une évidence de donner la parole à d'autres, essayer de faire exprimer à d'autres ce en quoi je crois en fait. Voilà. Donc, ça t'est venu tout seul en fait cette idée de faire le podcast et c'est toi-même qui fais tes propres recherches, qui lis les livres sur les personnes que tu veux interviewer, qui fait la synthèse de tout ça et alors pas complètement. Pas complètement. Alors oui, tout le montage, oui, mais en fait, tout seul, ça m'est venu. D'abord, je voulais parler du respect des enfants. Moi, c'était ça qui était très important pour moi. Je trouve que, pour le coup, qu'en France, on est assez en retard là-dessus. Et il y a vraiment une domination des adultes sur les enfants. Et dès la plus petite enfance, les enfants sont, on va dire, un petit peu domestiqués. Et c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup émue à partir du moment où j'ai été maman. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur ma propre violence déjà, parce que évidemment, c'est quelque chose qu'on reproduit. Et puis, j'avais envie de parler de ça. Et puis, j'ai pas trouvé beaucoup d'associations qui étaient prêtes à me soutenir juste sur ce sujet-là. Et puis, c'est petit à petit, je me suis rendu compte que la non-violence, c'était beaucoup plus global que juste sur un domaine, en fait. Et donc, il n'y avait pas que les enfants, il y avait la terre, il y avait ma relation à moi-même, à autrui, comment on peut agir politiquement sans violence. Enfin, voilà, je me suis dit, mais en fait, c'est très vaste comme sujet et je pourrais donner un tableau passionnant parce que ça touche à tout et en même temps, tout se relie. Voilà. Et en même temps, j'ai jamais laissé de côté, l'univers artistique. Donc, pour revenir à la fin de ta question, en effet, j'ai aussi des projets artistiques, dont un groupe de musique qui s'appelle Zéro Oxygène. On fait de la musique, mais on fait aussi des sketchs. Des clips et des fausses interviews. Voilà, donc on essaye un petit peu de... Alors là, on a fait une pause parce que justement, on est... il y a eu un... Oui, c'était mon téléphone. J'ai toujours la manie de ne pas mettre en silence, désolé. Voilà, on essaye un petit peu de dénoncer, on va dire, le monde dans lequel on vit avec humour. Et puis le style, c'est plutôt du métal, rock, pas hyper dur, quoi, hein, mais voilà,
Et c'est surtout Nikita Guzovski qui est à l'origine de ce groupe. Moi, j'écris quelques paroles de chansons, je chante certaines chansons, mais c'est vraiment son initiative. Ouais. Et lui, en fait, il est le mixeur et le créateur de la musique du podcast aussi. Voilà, lui, il joue de la guitare et il chante, c'est ça. Puis le reste, oui. c'est avec son ordinateur où il génère de la batterie, des choses comme ça, non? Oui, il fait tout lui-même avec son logiciel et il joue de la guitare. Ouais. Et il crée à la guitare énormément de choses. Okay. Ouais. Bon, comme on en parle, on va passer un titre comme ça. Les gens, ils peuvent tout de suite mettre une oreille sur ce qu'on décrit. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Ouais. Donc, j'avais retenu 2 titres de Zéro Oxygène. Il y a le titre Prophète, où c'est Nick qui chante dedans. Et après, il y a l'autre, Violence Habituelle, qu'on écoutera peut-être après, où c'est toi qui chantes. Mais là, tout de suite, on va s'écouter du coup un titre de Zéro Oxygène, le groupe de notre invité et de Nikita, Nick aussi, il s'appelle. Je vous invite à aller voir leur chaîne Facebook, où c'est rigolo à regarder. Et voilà, et là, tout de suite, on s'écoute le titre Prophète. Et voilà, vous êtes toujours sur les ondes de Radio 666 dans le magazine radio Ahimsa Non-Violence. Aujourd'hui, dans le magazine Ahimsa, on parle de non-violence. Là, la non-violence, en sanskrit, ça se dit Ahimsa aussi. C'est un petit peu tout ce concept aussi qu'on développe nous dans ce podcast, comment avoir une vie non violente, parce qu'il y a de la violence partout dans le monde, c'est un petit peu inévitable, ou alors on essaie de trouver quelle manière d'agir de manière non violente en fait. C'est un petit peu ça qu'on peut découvrir, non? Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Célia. Oui, c'est tout un chemin en fait. C'est vrai que moi je trouve que la non-violence, ça pourrait aussi s'appeler l'amour quelque part. La bienveillance envers les autres, ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. C'est ça, c'est la même exigence en fait que l'amour, c'est l'insoumission de l'amour, je dirais moi. C'est-à-dire que quand on aime, on va pas laisser faire à d'autres ou même à soi. Je veux dire, c'est important de se respecter soi-même, ce qui nous paraît injuste, irrespectueux, violent, et donc c'est normal de se lever et de dire non, quoi. Ouais. Donc moi, en écoutant les différentes émissions que tu avais fait, je m'étais dit, il y aura comme différentes catégories en fait que tu explores dans ces podcasts, où on a une forme de la non-violence, un petit peu la non-violence éducative, non, qu'on va retrouver, comme tu disais, à travers les enfants, à travers aussi tout ce qui a été mis en place, de la communication non-violente. Ça, c'est un truc que je trouve super intéressant, ça, la communication non-violente, la CNV. On va en parler peut-être un petit peu plus. Là, j'essaie de faire la synthèse un petit peu de tes podcasts. Et il y a aussi un petit peu un aspect plus politique où tu vas aller interviewer des gens qui font des actions. Il y a de l'action politique non violente aussi, où c'est des gens, par exemple, au lieu d'aller faire des manifestations pour casser, ça va être plus avoir des moyens de résistance. Tu sais, par exemple, les gens allaient dans les mairies, ils décrochaient les portraits d'Emmanuel Macron, je crois, c'était ça. Il y avait des gens qui avaient fait ça, puis, ils ont pris cher eux en fait pour avoir fait ça, quoi. Alors que on enlève juste un tableau, quoi. Mais non, parce que c'est un symbole, etc. Donc voilà, c'est comment toucher des symboles aussi. C'est d'une manière non violente, on fait de mal à personne, on enlève un portrait d'une mairie, mais voilà les répercussions qu'ils ont pris, les gens, quoi. Après, toute cette forme aussi de combat non violent politique, c'est Gandhi à la base. C'est quand même, à travers Gandhi aussi, à un moment donné, on va parler de ça, parce que la non-violence, c'est quand même beaucoup, ça a été beaucoup popularisé, on va dire, reconnu à travers Gandhi. Il y aurait d'autres thèmes, non, d'autres aspects que tu verrais un petit peu par rapport à la non-violence. Déjà, je dirais que sur ce que tu dis, c'est que tout se recoupe. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, l'enfance, c'est politique. C'est-à-dire que c'est un aspect, évidemment que c'est comment on éduque nos enfants, mais c'est aussi comment, dès qu'on se met à toucher à ça, on se rend compte qu'on met en question aussi l'État et les institutions. Et parce que les institutions aussi sont violentes envers les plus petits ou les plus faibles, etc. Donc tout se relie assez rapidement. Et aussi, il y a un aspect, il y a un aspect qui est plus peut-être personnel. Je sais pas qui est la spiritualité. C'est-à-dire qu'il y a un aspect de la non-violence. Quand je disais savoir-être, le savoir-être, ça peut être dénué d'une religion. C'est pas forcément relié à une religion, mais par contre,
souvent c'est quand même relié à une forme de spiritualité, de comment on traite les autres, comment on se traite soi-même, comment on traite la nature, comment on respecte le vivant en général. C'est vrai. Mais c'est plus même là d'ailleurs où nous on se situe. Enfin moi dans les podcasts AIMSA non-violence et puis l'asso AIMSA non-violence, nous c'est vrai qu'on est plus dans cette forme un peu plus disons spirituelle de la non-violence. On s'appuie voilà beaucoup sur les Védas. Et nous, comment ça a été créé un petit peu par William de l'asso, quoi. C'est à travers développer 4 qualités principales. Et nous, tu vois, même là sur ma veste, parce qu'on a aussi un moto-ministry, on a un moto-ministry, voilà, on est des bikers spirituels. Ouais. Sur nos motos, il y a marqué AIMSA et tout, tu vois. Moi, derrière ma moto, j'ai un grand sissi-bar marqué AIMSA en grand, tu vois, on représente aussi à travers les motos la non-violence, quoi. Et 4 valeurs on a dans notre moto ministry, tu vois, c'est développer l'humilité, la tolérance, le respect et la compassion. Et c'est vrai que nous, on met un petit peu ces 4 choses-là, c'est comme une boussole, tu vois, 4 directions d'une boussole, un petit peu, qui t'aident en fait dans ta vie à maintenir un petit peu toujours ce cap de ces 4 valeurs. Et puis ça aide beaucoup en fait à rendre une vie plus heureuse, quoi. Mais quand on est plus heureux dans notre vie, voilà, on a beaucoup plus de facilité à donner de l'amour aux autres et à vivre en harmonie, quoi. Donc voilà, ces différents aspects-là. Et il y avait un autre truc. Ah oui, est-ce que la philosophie de la non-violence, est-ce que ça serait quelque chose? Est-ce qu'il y aurait aussi une philosophie de la non-violence? Oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs un philosophe, celui qui a écrit le plus sur la philosophie de la non-violence, mis à part Gandhi évidemment, parce que Gandhi a écrit des volumes et des volumes qui n'ont jamais été traduits en français malheureusement. Mais en France, il y a un philosophe qui s'appelle Jean-Marie Muller qui a écrit sur les aspects de la non-violence, justement philosophiques. Donc, il s'appelle Jean-Marie Muller. Ouais. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a donné envie, moi, de faire ce podcast. Parce que la philosophie, justement, je trouve que là, on touche à tout. On touche voilà, comment on se positionne face à la vie, comment l'amour de la sagesse. Donc, comment on est capable de... Jean-Marie Muller, en fait, il a écrit sur la philosophie de la non-violence. Je crois qu'il a écrit 40 ouvrages, donc c'est énorme. Et il a été traduit d'ailleurs dans beaucoup de pays arabes et c'est très intéressant vu ce qui se passe actuellement. Et il est méconnu en France, ce qui dit bien à quel point la non-violence en France n'est pas un sujet pour l'instant. Et je trouve que dès qu'on parle de philosophie, donc on touche justement à cette idée de comment... en tant qu'être, on se positionne face à la vie. L'amour de la sagesse, être capable de s'élever au-dessus des contingences humaines. Et en même temps, ça parle aussi de sociologie, donc de comment on fait société, de notre rapport à soi, à l'autre et au monde. Et donc, la philosophie de la non-violence, c'est un petit peu le thème finalement de mon podcast, puisque c'est une globalité, voilà. Moi, ce que j'aime dans la non-violence, c'est qu'en fait, c'est global. On peut pas juste... D'ailleurs, si, j'ai rencontré des gens, c'est vrai, qui vont être extrêmement engagés politiquement dans l'action non-violente, mais qui ne travaillent absolument pas sur leur violence personnelle. C'est ça, en fait. Après, le truc, c'est de bien travailler sur soi aussi et de faire attention dans... Ce qu'on cultive un peu dans notre cœur, c'est ce qui va ressortir aussi de nous, quoi. Donc, et des fois, dans la parole, on peut pas se rendre compte, mais il y a des trucs, ça détruit, quoi. Voilà. Et, oui, et puis on peut tout à fait travailler sur la stratégie d'action non violente, mais être extrêmement intolérant sur justement les autres qui travailleraient différemment, qui feraient autre chose, etc. C'est vrai. Donc c'est un travail sur soi aussi, et c'est ça que j'essaie de montrer dans le podcast. C'est ça que j'ai envie d'amener ceux qui travaillent sur la politique et la stratégie d'action à revenir à eux, et ceux qui sont que dans l'intériorité, à savoir comment ils peuvent se positionner dans le monde, quoi, comment ils peuvent agir. Ouais, non, c'est intéressant, c'est bien. Ouais. Et en fait, voilà, comme tu dis, toi, ces podcasts que tu fais, ça montre un petit peu différents concepts ou théories de la non-violence, et après, ça à chacun de les articuler un petit peu comme ils veulent. Et puis de construire leur propre philosophie de la non-violence, voilà, en fonction de ces différentes choses qui peuvent piocher dans les auprès des différents intervenants, quoi.
Oui, et puis par exemple, là, je viens d'interviewer quelqu'un qui travaille sur la justice restaurative. J'avais jamais touché au domaine de la justice, mais en fait, c'est extrêmement, c'est essentiel parce que la justice punitive, ça renvoie à notre façon d'éduquer aussi, qui est aussi la punition. Et donc, en fait, c'est tout un système qui est remis en question. Enfin, quand on fait de la justice restaurative, on remet en question tout le système dans lequel on vit depuis toujours, qui est un conditionnement. Et comme ça, en fait, à chaque fois, je trouve qu'on touche à un domaine et finalement, on touche à l'universel. À chaque fois, quasiment. Ouais, c'est super. Ouais. Bah, regarde, on va peut-être refaire une petite pause. Voilà, c'est pour pas... Parce qu'on parle de choses assez intenses aussi. C'est un petit peu pour laisser à l'auditeur le temps de reposer ses oreilles. Quand tu parlais tout à l'heure de Jean-Marie Muller, hein, c'est ça? Oui. C'est lui, je me souviens pas, qui perd la vision, non? Ah non, ça c'est Jacques Selmin. C'était Jacques Selmin. D'accord. Jean-Marie Muller, malheureusement, je l'ai pas interviewé. Il était déjà, quand j'ai commencé le podcast, il était déjà malade et il est décédé. Ah d'accord. Ouais. En 2021. Ouais. Ah d'accord. Ouais. Donc il a quand même laissé certains. Il y aurait un livre que tu nous recommanderais de lui? Alors écoute, je suis en train de regarder ma bibliothèque. Lequel je vous recommanderais? Peut-être quand même l'impératif de désobéissance. Ouais, l'impératif de désobéissance ou le dictionnaire de la non-violence parce qu'il est très clair aussi sur comment comprendre mieux les concepts. D'accord. Mais il y en a plein. Enfin, moi, je les ai pas tous de toute façon et je les ai pas tous lus encore. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est quand même si je l'ai pas interviewé, c'est lui qui m'a donné l'impulsion parce que en fait, je l'ai vu dans Thinkerview. C'était l'été 2019, je pense. Voilà, il était déjà vraiment très âgé, donc un peu malade, hein, mais encore suffisamment, on va dire, conscient pour répondre. Mais c'est vrai que face à l'interlocuteur qui était l'animateur qui est très rentre dedans et tout, je trouvais que Jean-Marie Muller, c'était étrange dans cette émission en fait, parce qu'il était son attitude contrastait un petit peu. Oui, et l'autre, pour moi, il était très irrespectueux, en fait, ça m'a choqué. Ah ouais. Et puis, il lui a dit à un moment, ouais, c'est pas sexy, la non-violence. Et je me suis dit, mais c'est dingue, il a aucune conscience du trésor qu'il a en face de lui, il lui répond vraiment, je sais pas, ça m'a choqué. Et en même temps, je me suis dit, sexy, ça veut dire quoi, sexy? Maintenant, faut que ce soit sexy. Oui, ça m'a énervé. En même temps, je me suis dit, s'il faut que ce soit sexy, on va essayer de rendre ça plus attrayant, attirant pour que ça plaise à tout le monde, mais malheureusement, pour que plus de gens écoutent. Ça va perdre toute son essence, tu sais. Non, évidemment, il ne s'agit pas de vendre son âme, mais ça, il s'agit, j'ai essayé de travailler sur le design, sur le site, etc., pour que ce soit beau, pour que ça donne envie, d'aller voir ce que c'est. Mais il ne s'agit pas de faire mes interviews en vidéo et en soutien-gorge. mais l'idée, c'était vraiment, ça m'a choqué ce truc de tout ça sexy, quoi. Non, bon. Non, allez, mais il fait des interviews des gens intéressants. Aussi, mais Thinkerview, il y a pas mal de choses. Hein. Ça, j'écoute aussi, certains de ces podcasts. Bon, des fois, c'est long, ça dure 3 heures, les émissions. Faut avoir le courage de tout regarder. Mais ils ont le mérite de faire des choses différentes. Et voilà. Puis je remets pas trop en question. C'est juste, c'était très incongru. Cette personne c'est bizarre. Mais j'irai voir. Très âgée. J'irai écouter, en tout cas. Bon, on va faire une petite pause musicale encore. Alors, dans cette émission, comme on a commencé avec Zéro Oxygène, un groupe de métal, un peu rock aussi, moi j'ai fait un petit peu toute une playlist assez métal. En ce moment, j'avais fait une autre émission avec où je passais du black metal. Là, je me remets pas mal en fait dans les grosses guitares saturées. Donc voilà, là on va écouter un titre du dernier album de Massisteria. Ils vont d'ailleurs, ils font toute une grosse tournée en ce moment, Massisteria. Ils vont passer à Caen. Peut-être qu'on aura une émission avec eux, on verra. Mais voilà, là, ils viennent de sortir 2 albums cette année. Il y a eu un album qui était compartimenté en 2 parties. Il y a eu la part 1 et la part 2. L'album s'appelle Tenace. Et voilà, c'est un très vieux groupe français. Hein. Moi, je connais depuis que j'ai 16 ans. Même, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'ils existent, Massisteria. Toujours à décrire un peu cette réalité qu'on connaît, comme vous le faites un peu dans Zéro Oxygène, tu vois, montrer quoi, on vit dans un monde, les gars, ça déconne grave, quoi. Il montre bien ça du doigt, mais tout en donnant aussi une touche un petit peu de positivité et d'espoir. Donc c'est toujours super sympa à écouter, Massisteria, puis il y a un gros côté défouloir, quoi.
c'est bien bourrin et ils font gavé de concerts et c'est le gros défouloir aussi les concerts. Donc voilà, si vous cherchez un petit peu un exutoire pour ces difficultés qu'on rencontre à vivre dans ce monde, beaucoup de gens se retrouvent autour de Massisteria, quoi, j'ai l'impression. On va écouter un titre alors de leur album Tenace, la partie 2, et on écoute le titre tout de suite, Les motifs impérieux. Et voilà, nous reprenons notre émission avec Célia des podcasts La force de la non-violence. On a parlé un petit peu un instant de la philosophie de la non-violence et des différents aspects qu'il y avait. Et on parlait aussi d'un aspect un petit peu de la non-violence dans l'éducation. Et j'aimerais bien qu'on parle un petit peu maintenant, si tu veux bien, c'est de la communication non-violente. Mm-hmm. Alors, moi, j'avais fait un stage moi-même de communication non-violente il y a 15 ans de ça, je crois. Non, peut-être. Après, j'avais pas trop pratiqué derrière, mais j'avais lu tous les livres de certains livres de Marshall Rosenberg et de Thomas d'Assembourg. Hein. Mm-hmm. Donc, 2 auteurs un petit peu qui ont. Marshall Rosenberg qui a vraiment créé un petit peu la communication non-violente. Thomas d'Assembourg qui est un Québécois qui l'a aussi amené, popularisé, on va dire, qui en a fait aussi un travail dessus. Peut-être belge ou québécois, je sais plus. Ouais. Je crois qu'il est belge. Hein. Ouais. Enfin, voilà, c'est des choses que vous retrouvez en français. Donc la communication non violente, c'est vraiment quelque chose qui nous aide un petit peu pour reprogrammer la manière dont on parle et dont on s'exprime avec les autres et comment on comprend les autres. Donc c'est vraiment, ça fait appel à de l'intelligence interrelationnelle, non ? Et voilà, donc ça nous apprend à savoir comment on présente un petit peu nos besoins, ce qu'on comprend de l'autre, à reformuler ce que l'autre nous dit, parce qu'on se rend compte que des fois, il y a plein de conflits qui arrivent, c'est vraiment sur des malentendus, quoi. Donc c'est vraiment pour percer un petit peu ça. Et je me souviens, il y avait une interview très drôle que tu avais faite d'une fille qui fait aussi du théâtre, qui avait fait un spectacle, Ma non-violence au quotidien, un truc comme ça, non ? Erika, Ma non-violence ordinaire, et la fille dont tu parles, c'est Erika Leclerc-Marceau. Oui, qui est québécoise, elle, pour le coup. Ah ouais. Mais qui vit en France et qui travaille en France depuis 10 ans au moins, et qui travaille à la fois sur la CNV, qui elle a vraiment 10 ou 15 ans de pratique, je pense, et puis en même temps, elle continue le théâtre, mais du coup, elle relie les deux dans ses spectacles. Et c'est assez passionnant parce que ça donne une autre façon de faire et c'est très. Moi, j'ai vu son dernier spectacle là. Elle est venue pas très loin de chez moi, donc j'ai profité pour le voir. Ouais. Et je trouve que c'est chouette parce que ça permet de vivre les situations et pas seulement de les intellectualiser, quoi. Voilà, donc, c'est ça en fait. Ouais. On voit à travers le théâtre, on peut transmettre beaucoup de choses, quoi. Beaucoup plus que parce qu'on est immergé dans une situation à laquelle on peut s'identifier, qu'on comprend, puis là, on peut percuter des choses différemment, quoi. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'elle fait des théâtres forums, et moi, pour en faire aussi, c'est là, pour le coup, les spectateurs peuvent même entrer sur scène, participer, et je trouve que quand on le vit en plus dans son corps, c'est encore plus fort que juste le voir, quoi. Donc, voilà. Et oui, je trouvais aussi qu'elle avait une façon de présenter la communication non violente qui était assez chouette et très vivante. Et c'est vrai que sur la communication non violente, moi, j'ai entendu pas mal de critiques par rapport aux enfants et la façon dont elle en parlait. Je trouvais ça très, très juste, en fait. Il s'agit pas... En fait, il faut être capable déjà de faire redescendre en soi l'émotion avant de commencer à essayer de l'expliquer par la communication non violente, parce qu'en fait ce qui capte les jeunes c'est l'émotion, quoi. C'est pas seulement les paroles. Donc on peut faire parce qu'elle donnait des exemples très drôles, donc ces filles qui avaient mis le chauffage à 28 ou des choses comme ça. Et même si elle y va, même si elle tente d'utiliser la communication non violente, mais elle est en rage, ça marchera pas. Donc elle essaye, elle donne pas mal de trucs dans le podcast qui permettent un petit peu de mieux comprendre le processus, en fait, parce que c'est tout un processus qui doit être vivant et qui est pas figé, observation de la situation, quel est mon besoin, quel sentiment, quel est le besoin, et puis ensuite une demande. Si tu passes ton temps à décortiquer tout dans ta vie, c'est très compliqué. Mais par contre, il faut le faire à froid,
quand tu peux, pour ensuite, l'intégrer, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'autrement, la CNV, cet outil, je sais pas, c'est comme on peut le tourner d'une manière un peu comme pour manipuler les autres, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. Elle peut y avoir plein de dérives, en fait, dedans. Je m'étais un petit peu rendu compte de ça, et puis bon, moi, j'avais pas non plus trop continué, ça faisait un petit peu bizarre, tu vois, c'est dans certaines situations, toi, c'est un outil, disons, ça vaut le coup de regarder ça, et de le travailler sur soi, mais de le garder peut-être pour nous dans un premier temps, tu vois. Faire un petit travail. Oui, mais c'est ce qu'elle expliquait aussi, c'est qu'elle avait sa liste de sentiments, elle travaillait beaucoup toute seule pour essayer de comprendre déjà ce qui se passait en elle, ce qu'elle ressentait. Donc c'est un vrai travail sur soi, en fait. Mais ça c'est pour tout, en fait. On peut donner des conseils, on peut même développer tout un tas de méthodes, d'outils. S'il n'y a pas de travail personnel sur ses propres ombres, sa propre violence, ça marchera pas, et finalement on peut détourner, on peut même arriver à faire d'un outil destiné à aider un outil violent. Ça c'est un écueil majeur, hein. C'est comme il y a énormément d'écoles alternatives. Moi je sais que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais tout dépend des humains et comment ils ont travaillé sur eux. Tu peux avoir tout un tas de méthodes qui sont passionnantes, mais s'il n'y a pas de travail sur soi, ça changera rien, en fait, à la violence ça pourra même être pire parfois, parce que c'est sous couvert de non-violence. Bah ouais, c'est ça, ouais. Donc ça peut même être pire, ouais. Bah, en tout cas, c'est vrai que moi, ce podcast dont on parlait, je l'avais trouvé super drôle. C'était un des premiers que j'avais écouté, et vraiment, j'avais rigolé en l'écoutant. Alors, peut-être tu peux rappeler, pour inviter les auditeurs à aller l'écouter. Où est-ce qu'on peut écouter tes podcasts ? Alors, où on peut écouter mes podcasts ? Sur toutes les plateformes audio, si vous avez des applications de podcast. Déjà, il est sur toutes, donc il suffit de taper La Force de la Non-Violence. Ensuite, j'ai un site, donc ça c'est force-nonviolence.fr, non-violence tout attaché. Mais si vous tapez dans un moteur de recherche La Force de la Non-Violence, vous devriez le trouver très facilement. Et j'ai une chaîne YouTube, La Force de la Non-Violence. Voilà. Ok. Bon, super. Et par rapport au groupe dont on parlait tout à l'heure, on a aussi une chaîne YouTube c'est Zéro Oxygène, mais sans le oxygène. Donc, ouais, c'est ça. Zéro Z-E-R-O espace O-X-Y-G-E-N. Voilà, tout simplement. Et comme on en parle, on repasse un petit titre. On écoute le titre. Allez, on va écouter le titre où tu chantes, Célia, le morceau. Oui, et puis il est en rapport avec la non-violence quand même, puisque je dénonce... une forme de violence dont on n'a pas conscience, en fait. Enfin, maintenant, de plus en plus de gens en ont conscience, mais la violence que nous fait la télé, nous font tous ces espaces médiatiques qui finalement nous oppressent, nous oppriment, quand on en est conscience, quoi. Ouais, parce que pas mal, quand le groupe Zéro Oxygène est né, c'était lors du confinement, hein. Vous avez pas mal de petits clips, d'interviews. Oui, mais cette chanson violence, en fait, alors c'est vrai que je pense qu'on a fait le sketch en rapport. Je sais plus d'ailleurs ce que c'était ce sketch en rapport. Parce qu'à chaque fois qu'on sortit une chanson, on fait un sketch. Mais la chanson en elle-même, je l'avais écrite il y a 5 ans. Donc c'était vraiment il y a longtemps. Et on l'a sortie qu'à ce moment-là, ouais. Et mais ça sonnait très bien, ça résonnait très bien avec ce qui se passait dans le monde. Ouais. Allez, tout de suite, on écoute un autre titre de Zéro Oxygène avec le titre Violence. C'est Radio 666 sur lesquels vous êtes toujours branchés, peut-être dans votre voiture, sur l'autoradio, ou alors en replay. Voilà, tous ces podcasts sont aussi réécoutables sur la plateforme Mixcloud AIMSA NV. Là, je suis en train de les mettre sur Odyssée. Et peut-être bientôt, je ferai comme Célia, je serai aussi sur toutes les plateformes. C'est vrai que je cherche à être sur d'autres plateformes. Je crois que je vais faire comme toi, je vais aller sur PodCloud. Oui, ça. Ouais. Et voilà, même si après je serai un petit peu coupé parce que moi je passe de la musique. Mais là, en tout cas, pour écouter les interviews et tous les podcasts manière globale avec les titres, rendez-vous sur Mixcloud ou sur la nouvelle chaîne Odyssée. Je crois que c'est odyssée.com/aimsa.podcast. Voilà, c'est nouveau, je suis en train de le faire là. Et en tout cas, c'est pas mal. Odyssée, c'est l'alternative à YouTube. On n'a pas de pub et puis c'est plus tranquille que YouTube. D'ailleurs, il y a pas mal de gens aussi, des bons podcasts, des petites choses de réinformation qu'on peut trouver sur Odyssée, quoi. Voilà, on est toujours avec Célia qui fait les podcasts La Force de la Non-Violence. C'est notre dernière petite partie de l'interview.
Alors, on peut parler de... Voilà, parce que tu as fait... Il y en a combien des podcasts là, que tu as fait, Célia? Il y en a une trentaine. Hein, et oui, là, j'en suis à 35, je crois. 35. Et après, à côté de ça, il y a une cinquantaine de choses parce que je fais aussi quelques articles. J'ai fait des capsules sonores. J'ai fait 2 ateliers pratiques. J'ai publié des témoignages, enfin, de la poésie. Enfin, voilà, j'ai aussi des petits audios qui sont un peu qui sont reliés au sujet et qui sont un peu différents. Voilà, j'ai fait un reportage sur l'université. Donc j'en suis à une cinquantaine de déjà. De trucs, de contenu, quoi, voilà. Ouais. De contenu, cinquantaine d'épisodes et de bonus. Moi, vraiment, je crois que mon préféré, ça reste celui dont on discutait tout à l'heure, là, avec cette intervenante du Québec. Je me souviens plus de son nom. Il était vraiment très drôle. Après, j'avais bien aimé, avec Jacques Semelin aussi. Je trouvais intéressant son parcours de vie. Alors moi, on me parle souvent de l'épisode 13 avec Anton Dums. Je sais pas si tu as eu l'occasion de l'écouter. Je m'en souviens plus, celui-là. Alors Anton, il est militant chez comment ça s'appelle, Extinction Rebellion, hein, d'accord. Oui, mais en même temps, c'est quelqu'un d'extrêmement qui a une conception de la vie très spirituelle, qui en plus raconte son histoire. Donc moi, j'aime beaucoup quand les intervenants racontent comment ils s'en sont venus à la non-violence, parce que c'est passionnant toujours, les histoires de vie, c'est ce qui inspire le plus, je trouve. Et il raconte son histoire qui est très émouvante. Et puis, c'est quelqu'un qui se forme comme agriculteur, qui travaille sur vraiment régénérer le vivant, qui cherche à vraiment à vivre dans une société du don. C'est très intéressant ce qu'il raconte sur, par exemple, le fait que quand on paye quelqu'un, voilà, c'est bon, on est quitte et c'est terminé, le rapport humain est terminé. Et lui, il trouve que le don, c'est beaucoup plus fort parce que le rapport humain ne se termine jamais. Enfin, il est émouvant, passionnant, il est jeune et du coup, j'ai pas tant de jeunes que ça, donc qui savent en tout cas aussi bien parler. Je trouve que il est très conscient, voilà. Je me souviens, je l'ai écouté, c'était intéressant. C'était assez surprenant de voir toute cette maturité et sagesse chez lui. C'était cool. Après, oui. Il y en avait aussi un, je me souviens, je me suis dit, faut que je chope le livre de ce gars-là, tu sais, qui était un ancien délinquant, qui maintenant fait l'intervention auprès des gens. Yazid Kafi, qui a monté Médiation Nomade. Donc c'est une sorte de camping-car qui va dans les cités le soir, en fait, au moment où les jeunes justement investissent les cages d'escalier. Il essaye de créer des dialogues. Et c'est un ancien délinquant qui a... Et lui, je trouve que c'est très intéressant, justement, et ça rejoint un petit peu quand même... d'ailleurs, j'ai posé une question à William Deligny là-dessus, c'est le regard que les autres ont sur nous. C'est-à-dire que lui, il avait toujours reçu que des regards néfastes, réprobateurs, et le jour où quelqu'un s'est battu pour lui a montré qu'il avait confiance en lui, ça a tout changé. Alors William, lui, il me disait que c'était vraiment, lui, il l'avait vécu spirituellement, mais c'est pas venu d'un autre être humain. Et Yazid Kafi raconte ça, et je trouve que c'est très intéressant, justement, cette question de comment on voit l'autre. C'est vrai, ça détermine énormément, et c'est pour ça que ça revient encore une fois à l'enfance, comment on voit nos enfants, comment on voit les enfants, parce que ça détermine beaucoup de choses de notre vie, quoi. C'est vrai, c'est en fait, c'est un peu... qu'est-ce qui nourrit notre cœur, tu vois? Si on reçoit beaucoup, en fait, de rejet de la part des autres, de trucs, nous, ça nous blesse, et puis c'est ce qu'on redonne en retour, quoi. Mais voilà, lui, William, malgré la vie qu'il a eue, il a reçu beaucoup de pardon pour ce qu'il avait fait, et beaucoup d'aide aussi, et du coup, maintenant, ça ne lui donne que envie d'aider les autres, et ça fait que grandir son cœur, en fait, qu'on reçoit ça. Donc, après, c'est un petit peu ça, ce que tu disais aussi tout à l'heure, avec le don contre don, tu vois. Nous, on est dans cette société de l'argent, on reçoit un truc, tac, on paye, on est quitte, alors que non, quoi, quand il y a un don, tu veux tout de suite faire un contre-don, et ça met une forme de réciprocité, et on nourrit quelque chose comme ça, quoi. Et c'est comment aussi nourrir, tu vois, cette réciprocité de, je sais pas, de l'amour ou de bons sentiments, tu vois, de bienveillance envers les uns et les autres, et pour vraiment aider, donner envie, inspirer les gens à faire le bien autour d'eux. Je trouve ça, c'est un truc important. Moi, c'est un petit peu ça qui m'anime aussi à faire ces podcasts, tu vois, ces émissions. Et voilà, Mais comment... c'est aussi l'idée de donner, c'est pas forcément de
de contre-donner tout de suite à la personne. C'est aussi l'idée qu'on est tous un peu interdépendants et que voilà, on n'est pas forcément redevable. En fait, on redonne à une autre personne peut-être, mais on va redonner ce qu'on a reçu. Ouais. C'est pas tu m'as donné ça, bah attends, je te donne un truc en échange parce que je me sens un peu forcé de faire ça. C'est pareil, on va compter dans ces cas-là, autant en payer en effet et on est quitte. Alors que l'idée c'est plutôt vraiment d'être dans un don, voilà, et en même temps de se donner à soi, parce qu'il s'agit pas de se perdre non plus. Donc c'est compliqué, on n'est pas encore totalement prêt dans notre société à ce genre de. On n'est pas prêt du tout, je pense. Non, mais c'est petit à petit, c'est d'aller vers une transition comme ça, parce qu'il y a quand même pas mal de gens, qui font ça dans plein d'aspects, tu vois. Et moi aussi, c'est ce que j'essaie de faire aussi avec ces podcasts, c'est d'interviewer plein de gens qui vivent un peu dans une autre, tu vois, qui sont en train de créer un petit peu ce nouveau monde, non, on peut dire quoi. Tu vois, je fais pas mal d'interviews avec des herboristes, parce que moi, c'est ce que j'ai un petit projet d'herboristerie aussi. Je m'intéresse pas mal à l'agriculture, permaculture, donc c'est un petit peu toutes ces influences-là que je fais aussi. Mais aussi, tout en étant dans un délire rock'n'roll, parce que moi, je viens de cette scène-là, tu vois, la scène punk, hardcore, métal, donc je vais aussi voir des gens qui sont là-dedans, et qui sont aussi des gens au grand cœur, en fait, tu vois. Si on se retrouve à écouter des musiques extrêmes comme ça aussi, et à être dans une société un petit peu alternative, c'est parce que, on trouve que ce monde, il déconne, il tourne pas rond, et on se retrouve entre nous aussi, tu vois, beaucoup, ça, dans la scène hardcore, c'est, on construit notre scène sur les bases du DIY, il n'y a pas de... on fait les choses nous-mêmes parce que ça n'existe pas, et on construit notre alternative un petit peu ensemble. Donc c'est un petit peu ça, tout cet esprit-là aussi, moi, que j'essaie d'insuffler. Et puis, mais il n'y a pas trop de... Ouais, tout cet aspect de la non-violence aussi, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour construire quelque chose de solide. Oui. Parce qu'on se rend compte que c'est de prendre peut-être un peu plus de temps, tu vois, dans les relations avec les gens, etc., mais de construire plus des relations de qualité plutôt que de construire de la quantité. Oui, mais ça demande une hygiène relationnelle, en fait. Et j'avais interviewé aussi, notre interview que j'avais beaucoup aimée, c'était à la communauté de l'Arche, c'est Margaret Hiller. Donc, c'est des communautés qui ont été créées il y a plus de 75 ans en France, où l'idée, c'était vraiment des communautés gandhiennes. Nanda Del Vasto, celui qui les a créées, a été disciple de Gandhi. Et donc revenir au minimum de technologie, à l'autonomie, ce dont ils se sont rendus compte, c'est vraiment que pour perdurer, de travailler sur les relations. C'est l'unique problème, en fait, c'est celui-là presque, parce qu'on peut avoir des magnifiques projets, mais si les relations sont pas nourries, il n'y a pas de travail sur les problématiques, si les gens n'osent pas se dire, s'il y a des non-dits, etc., petit à petit, ça pourrit. Ouais. Et donc, elle me disait que maintenant, il faisait venir toutes les 6 semaines, je crois, une médiatrice ou un médiateur pour travailler sur le relationnel entre eux. Et que c'est vraiment une nécessité vitale pour la communauté. Mm-hmm. Bah ouais, et c'est ça peut-être qui aide aussi à grandir, c'est à travers la relation qu'on a avec les autres, les conflits, etc. Si ça peut nous renvoyer à quelque chose en nous-mêmes, de checker, tu vois, d'analyser, et de comment on fait un pas de plus, tu vois, vers s'améliorer nous-mêmes. Parce qu'en fait, c'est un peu ça le problème, c'est qu'on n'est pas parfait, et si on est là ici, dans ce monde-là, un petit peu pour travailler sur nous, quoi, tu vois, c'est comme si notre cœur est une pierre brute, tu vois, et petit à petit, c'est comme la vie, si c'est un orfèvre, tu vois, qui avec un petit marteau, tac, 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 comme ça, nous sculpte le cœur, quoi. Si c'est ça, d'essayer, en fait, dans cette vie, de faire un petit travail sur nous, comme ça, pour sculpter notre cœur, pour qu'il devienne un beau diamant bien brillant, et à ce qu'on puisse illuminer le monde. Oh là là, je me deviens poète. Ouais, je m'emballe. Bon. Voilà, alors, est-ce que tu veux qu'on continue un petit peu ces podcasts là, au niveau de l'enregistrement, on va bientôt arriver à 1 heure d'émission, là, avec la musique et tout, que je vais caler. Oui, Est-ce qu'il y aurait un dernier petit truc que tu voudrais nous partager, Célia? Un dernier petit truc que je voudrais vous partager, écoutez le podcast. Rendez-vous sur le podcast La force de la non-violence. J'aimerais vraiment que ça... là, ce que j'aimerais actuellement, si j'ai le temps, c'est d'être capable de mettre davantage en lumière ce podcast, parce que je reçois parfois des messages d'auditeurs et auditrices qui me disent que ça les aide énormément, voire il y a même une personne qui m'a dit que ça lui avait sauvé la vie après un traumatisme d'écouter mes podcasts. Ah ouais. Et donc, je me suis dit, il faut que j'arrête de me cacher, de
me cacher entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, j'interviewe des gens passionnants, je mets tout ça en ligne, mais je fais pas énormément de pub parce communication autour. Ouais. Voilà, parce que j'aime pas trop les réseaux sociaux, c'est pas mon truc en fait. Et en même temps, je me dis, il faut que je trouve une manière peut-être originale. Je sais pas, j'ai pas encore trouvé, mais il faut que je cherche pour mettre ça en lumière. Et c'est pour ça que je dis, écoutez, c'est pas du tout parce qu'il faut absolument écouter, c'est génial. Non, c'est parce que je pense que c'est utile et que ça peut changer une vie même. Ça peut aider à faire des prises de conscience, etc., d'entendre ces gens. Moi-même, je veux dire, je vais dire quelque chose, c'est-à-dire que je le fais aussi très égoïstement, ce podcast, parce que je rencontre des gens qui me donnent de l'espoir, qui m'aident et qui souvent répondent à des questionnements existentiels ou qui me donnent des leçons de vie. Par exemple, le podcast avec William Deligny, franchement, il m'a donné une leçon de vie parce que j'avais quand même je pense, une forme de jugement quelque part où je me disais quand même, vu tout ce qu'il a fait et tout. Et puis il m'a tellement bluffé, il m'a tellement puis il m'a dit un truc que j'ai trouvé tellement juste. Il me dit pourquoi parce que moi j'ai fait tout ce mal, j'aurais pas le droit de devenir une personne bien. Enfin, et oui, qu'est-ce qui lui interdit? Pourquoi nous on le jugerait définitivement? Enfin, moi, il m'a donné une leçon de vie parce que même si j'étais, enfin voilà, je savais que j'allais interviewer quelqu'un d'assez extraordinaire, etc. Il y avait quand même une voix en moi qui disait, ouais, mais quand même, vu ce qu'il a fait, quoi. Il y avait ça. Et ça m'a renvoyé aussi à ma petitesse, à ma mesquinerie. Donc voilà, tous les gens que j'interviewe, ils me font grandir. Ils me font grandir. Et c'est pour ça que je dis écoutez-le, parce que c'est vraiment une possibilité de grandir. Voilà. Et si on veut faire connaître ce podcast, c'est pas c'est pour aider les autres. Et toi, n'hésite pas à le faire connaître pour faire aider les autres. C'est pas pour toi, bien sûr, on s'en fout. C'est ça. Mais comme c'est mon travail, c'est compliqué parfois. C'est de se dissocier et de dire non, je fais ça pour aider les autres. Et là, c'est ça. En tout cas, voilà, là, j'espère que cette petite interview sur Radio 666, ça va t'aider. Et puis, à travers le petit réseau qu'on a aussi. Merci beaucoup, en tout cas, de faire ce travail. Ouais, c'est avec grand plaisir parce que je te dis, moi, je trouvais ça super aussi. J'ai découvert plein de choses et je continue à en découvrir. C'est quoi les prochains qui vont sortir, tiens? Alors là, je travaille. Il y a les deux prochains. Enfin, je sais pas encore parce que j'ai plein d'interviews en rap. Mais là, a priori, je travaille sur une personne qui a fait un pèlerinage à travers les mosquées en France. C'est-à-dire qu'elle elle est chrétienne, et elle s'est fait héberger par des musulmans. Et elle raconte un peu, en fait, l'islamophobie en France. Et je trouve que c'est très actuel finalement. Donc je pense que c'est celui-là que je vais sortir. Après, j'ai aussi interviewé un des seuls, je pense, vrais spécialistes de Gandhi. Qui est le fondateur de Gandhi International en France. Donc lui aussi, je voudrais le publier. Et puis j'ai 2 interviews qui arrivent, d'une militante turque féministe aussi, pour la non-violence. J'ai beaucoup de travail devant moi. Et là, je viens de publier aussi un article de Ogari Tunan. Ogari Tunan, j'avais interviewé cette militante libanaise qui est la fondatrice de l'unique université au monde consacrée à la non-violence. Il y en a une au monde, c'est elle. Voilà, c'est incroyable son travail. C'est une militante qui a vraiment agi pendant la guerre civile, qui a duré 15 ans au Liban, qui a risqué sa vie plusieurs fois. Et elle a fondé cette université. Et là, elle vient d'écrire un article sur ce qui se passe à Gaza. Et donc, j'ai décidé de le mettre en lumière, de le lire, etc. Donc, ça s'appelle Gaza maintenant. Et voilà, donc il y a toujours des choses nouvelles qui arrivent aussi avec l'actualité. Et en même temps, j'ai mes projets à côté, je fais du théâtre toujours, etc. Donc, j'essaye d'être à la fois dans l'actualité et en même temps, de pas non plus me prendre trop de retard avec toutes les interviews que j'ai engrangées cet été, etc. Bon, super. Merci beaucoup à toi, Célia, pour tout ce travail que tu nous offres. Et longue vie au podcast La Force de la Non-Violence. Merci. Chers auditeurs, n'hésitez pas à aller découvrir ces podcasts. Suis. À bientôt. À une prochaine. Ciao. Voilà, ciao. Nous, on va terminer du coup cette émission en musique. Là, on va passer tout de suite un titre. Voilà, je suis un petit peu toujours dans les news musicales du monde métal, on va dire. Là, c'est un des titres du dernier album de Gojira. Excellent groupe français. On va écouter le titre Sphinx, extrait de leur album Fortitude. I've got the PMA, Positive Mental Attitude.
Ouais, nous aussi, dans le magazine AMSA Non-Violence, on a la PMA. Alors retrouvez-nous un samedi sur 2 de 15h à 16h. Ouais, en compagnie de Gomata, on s'écoute de la musique positive en discutant des choses qui sont bonnes pour notre cœur et nos âmes. Alors à très bientôt dans AMSA Non-Violence, le magazine de la vie positive. Boom! Peace! PMA, baby!